Bonjour, je m'appelle Audrey Giquel. Je vis en habitat participatif depuis 2012. Les Choulans est un projet d'habitat participatif pour 7 foyers, à 20 km au nord de Lyon. Nous avons de nombreux espaces partagés, comme une buanderie, des chambres d'amis, un salon, une cuisine, tous les espaces extérieurs. Bonjour et bienvenue à la nouvelle émission des Clés de la rénovation, aujourd'hui sur le thème de l'habitat participatif. Alors, nous recevons deux intervenantes aujourd'hui. Merci d'être là avec nous. À ma gauche, Louis-Marie Souris, porteur de projet Préau des Colibris à Voiron. Merci d'être avec nous, Louis-Marie. Et à ma droite, Audrey Giquel, porteuse de projet des Choulans, dont nous venons de voir la vidéo de présentation en amont de l'émission, et associée à Habitat et Partage. Voilà, donc aujourd'hui, on va tenter de répondre aux questions que vous nous avez envoyées sur l'habitat participatif, et en y ajoutant évidemment nos petites interrogations et les questions auxquelles on avait aussi envie d'entendre quelques réponses. Sans plus tarder, je vous laisse la parole pour vous présenter personnellement et puis nous présenter un peu vos projets d'habitat participatif, projets en cours ou réalisés. Je vous laisse la parole, Louis-Marie. Bonjour, donc Louis-Marie, je viens de Voiron dans l'Isère et je fais partie d'un habitat partagé qui a moins d'1 an. Et qui est un projet d'habitat en ville. Aujourd'hui, il y a 12 habitants. Et voilà, les choses qu'on a mutualisées au-delà des 5 logements, c'est la partie buanderie, un atelier, il y a une salle commune et une chambre d'amis qui n'est pas complètement terminée, mais qui le sera dans un deuxième temps. Donc voilà un petit peu le projet avec ces 12 habitants qui démarrent depuis février de cette année. Merci. Je te laisse la parole du coup, Audrey. Oui, donc Audrey Giquel, j'habite aux Choulans depuis 2012. C'est un habitat participatif pour 7 foyers au nord de Lyon, dans un petit village de 3000 habitants. Nous avons beaucoup d'espaces communs, 2 chambres d'amis, une buanderie, un salon, une cuisine, une salle commune, tous les extérieurs, sachant que nous avons quand même si on a une cuisine commune, nous avons des appartements complets, donc avec aussi des cuisines individuelles. Donc nous sommes 7 foyers et nous avons également des services mutualisés comme une flotte de véhicules, de 3 véhicules et nous achetons notre alimentation en commun, voilà, pour faire rapide. Et par ailleurs, donc depuis 1 an, je travaille donc dans le milieu de l'habitat participatif. Donc j'ai créé avec un associé la société Habitat et Partage qui accompagne des groupes en autopromotion, qui accompagne également des collectivités, des promoteurs, des bailleurs qui souhaitent développer l'habitat participatif sur leur territoire. Et au sein d'Habitat et Partage, nous développons également une autre particularité, c'est que nous souhaitons être promoteurs citoyens, c'est-à-dire de proposer à des groupes de construire pour eux et avec eux leur logement. Voilà, pour faire simple. Ok, merci pour cette présentation. Là, tout de suite, moi, il y a une question en vous écoutant, que je me posais. Peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais combien vous avez aujourd'hui dans vos projets respectifs, alors un projet de ton côté et puis votre habitat du tien, on va dire le nombre de mètres carrés par habitant dans les surfaces habitables, c'est-à-dire comparé à la moyenne française, est-ce qu'on peut estimer qu'en général les habitats participatifs, on va réduire le nombre de mètres carrés par habitant pour augmenter le nombre de mètres carrés, par exemple, d'habitats, enfin en tout cas de parties partagées ou mutualisées. Donc moi ça m'intéresserait par exemple que dans vos projets, vous me disiez, voilà moi mon habitat pour tant de personnes. C'est la surface que j'ai choisie ou c'est sur ce périmètre-là qu'on s'est oui, alors décidé. c'est peut-être difficile de donner des mètres carrés par personne. Par contre, c'est vrai que nous, on a un projet de ville dans lequel l'ensemble des logements sont plutôt restreint. Alors nous, ça va de 65 mètres carrés jusqu'à 110 pour une grande famille. Et je dirais que le fait d'avoir mutualisé, par exemple, des chambres d'amis fait qu'effectivement, les gens ont été amenés à limiter leur espace individuel pour profiter de cette mutualisation.
D'accord. Moi, je vais rebondir. On a eu également cette réflexion au sein des Choulans. On a des appartements qui vont de 45 à 70 mètres carrés. Et pour donner un exemple, nous, on est une famille avec 2 enfants et on vit dans 65 mètres carrés. Donc, ce qui est vraiment plus petit que la moyenne en France. Mais on ne se sent pas à l'étroit du fait des nombreux espaces communs. Voilà. Et du coup, effectivement, on avait vraiment envie d'avoir beaucoup d'espaces communs. Et c'était vraiment le souhait de diminuer notre espace individuel pour pouvoir se permettre de payer ces espaces communs. Mais ça n'est pas une réflexion qui est obligatoire à tous les projets. Il y en a certains, ils ont des espaces classiques. Oui, effectivement. Donc c'est important de rappeler que selon les projets, on va accroître ou diminuer les espaces communs et avoir un regard plus, en tout cas précis ou particulier sur la taille des habitats. En tout cas, ça c'était juste un petit clin d'œil sur les différents scénarios climatiques, notamment qui impliquent de réduire les espaces de vie et des logements pour limiter l'étalement urbain, par exemple. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet qui nous amène aujourd'hui à la table, et on va se demander d'abord en premier lieu que signifie habitat participatif et quels sont, on va dire, les différents modes ou modèles que ça recouvre. Du coup, je te laisse la main là-dessus. C'est quoi l'habitat participatif? Qu'est-ce qu'on entend par habitat participatif exactement? Alors, l'habitat participatif, il y a une définition qui a été intégrée dans la loi Allure en 2014 qui définit donc l'habitat participatif comme ça. C'est des citoyens qui se réunissent pour créer, concevoir et construire leur logement avec des espaces communs et des espaces individuels. Et tout ça avec des valeurs communes. Voilà, donc ça, c'est la définition qui est donnée et qui est une définition globale et qui permet ensuite d'avoir une grande diversité de projets en fonction des valeurs, de ce qu'on veut mutualiser. Il y a vraiment énormément de possibilités. Mais du coup, aujourd'hui, si on essaie de voir toutes les acceptions que recouvre l'habitat participatif, est-ce que vous pouvez nous en citer certaines qui sont comprises dans ce qu'on appelle l'habitat participatif, que ce soit l'habitat coopératif, juste évoquer ces dénominations qu'on entend et qu'on ne sait plus trop bien qu'est-ce qui est intégré dans quoi. En fait, l'habitat participatif, c'est bien le terme générique, mais qu'est-ce que ça peut recouvrir comme différents projets d'habitat partagé? En fait, en 2010, les différentes associations qui travaillent dans le domaine ont choisi un terme générique qui a été habitat participatif. Et maintenant, c'est censé être le terme générique. Après, il y avait plusieurs termes. À l'époque, il y avait habitat groupé, habitat coopératif, habitat autogéré. Voilà, il y a plusieurs termes. Maintenant, il y a encore habitat coopératif qui perdure parce que c'est en lien avec les coopératives d'habitants, mais c'est un terme, les habitats coopératifs sont une sous-partie des habitats participatifs. Et après, il peut y avoir d'autres projets comme les oasis ou les éco-villages ou écolieux, éco-hameaux qui vont plus renvoyer à des choses qui sont plus qu'un habitat et qui sont plus des projets plutôt en milieu rural où on mixe à la fois de l'habitat et de l'activité. Peut-être que concernant les oasis, tu peux nous en dire un peu plus, Alors, Marie? Oui, quelque part, nous, notre expérience, on l'a un petit peu travaillé à partir de là parce qu'on a été, au départ, on a suivi la formation du MOOC Concevoir un oasis. Alors après, sans avoir ce qu'on appelle les invariants ou le préambule des oasis, c'est ce qui nous a permis de lancer le projet pour ce qui nous concerne. Il y a juste une chose que je noterais par rapport à ce qui a été dit, c'est que souvent, on emploie le mot de communauté, ce qui est un abus, tout simplement par rapport à ce qu'on vit réellement. Enfin, l'habitat participatif ou coopératif ou partagé avec plein de mots, quelque part, c'est pas l'habitat en communauté. Chacun a bien son appartement. Et je pense que ça, c'est souvent quelque chose qu'on entend, notamment pour des gens qui veulent savoir un petit peu où on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc D'accord. C'est ça. Bien distinguer Voilà. la communauté du communautaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Juste une précision, tu as utilisé l'acronyme MOOC, donc ça c'est bien entendu, on parle des cours en ligne accessibles librement sur la plateforme des Colibris. Tout à fait, et qui nous a permis, comme beaucoup d'autres, de voir, enfin c'est un peu un outil qui nous a permis effectivement de travailler sur notre projet d'habitat participatif en ce qui nous concerne. Qui est en participation consciente.
D'accord. Pas tout à fait Participation gratuit. consciente, ça veut dire c'est pas gratuit. C'est pour ça que je disais libre d'accès. C'est libre d'accès et on peut y participer gratuitement si on juge qu'on n'a rien à donner, mais la demande est une participation consciente. D'accord, très bien. Merci pour les précisions. Pour continuer, aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du nombre de projets, alors soit réalisés, soit en cours de réalisation, voire en élaboration aujourd'hui en France, et si oui, comment on peut avoir une vision de ces projets? Alors, il y a un recensement national qui existe avec la carte nationale des habitats participatifs Oasis. Donc, c'est en fait 2 structures nationales qui se sont rassemblées pour faire ce recensement. C'est Habitat Participatif France, qui est le réseau national des habitats participatifs, et les Colibris avec le projet Oasis. Et donc, il en a jailli cette carte nationale qui recense actuellement 700 projets à l'échelle de la France, dont 250 aboutis à peu près. Il faut savoir que c'est exponentiel, ça a vraiment explosé ces dernières années. Voilà, c'était pas du tout le cas. Comme moi, quand on a sorti les Choulans en 2012, on était 36 projets déclarés sur la France. Donc si je vais sur cette carte, je vous trouve. C'est le cas pour ce qui nous concerne, pour le préau des Colibris. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu plus sur l'Isère que moi je connais, il y a un nombre croissant de projets qui sont soit amenés par les citoyens eux-mêmes, soit poussés par un certain nombre de communes ou de bailleurs sociaux qui aujourd'hui sont quand même plus sensibles à cette question d'habitat participatif et du coup qui permettent, je pense, à beaucoup plus de gens de s'y intéresser également. Vous l'avez relevé, vous l'avez noté à partir de quel moment cette recrudescence? Est-ce qu'elle a 5 ans? Est-ce qu'elle a 15 ans? C'est plutôt récent. C'est croissant depuis 2010. En fait, il y a eu un mouvement avec plusieurs projets qui datent des années 80 et qui s'est complètement étouffé, on va dire, dans les années 90-2000 pour reprendre progressivement 2000-2010. Et vraiment, depuis 2010, c'est exponentiel et ça ne fait que croître. Voilà, ça, avec en plus le MOOC et tout ça, les Oasis depuis 2015, voilà, on voit vraiment une évolution. Voilà, puis je pense que c'est aussi grâce à des organismes, enfin des associations qui fédèrent un peu ce travail-là dans les régions. Enfin, on parlait d'Abicop, il y a les Habiles sur l'Isère par exemple, et puis plein d'autres, qui justement permettent d'accompagner et donc sans doute qu'il y ait plus de groupes qui émanent et qui lancent leurs projets, je pense. D'accord, alors on va commencer et on va prendre des questions, on va répondre aux questions de nos auditeurs. Je garde quand même à l'esprit, j'ai entendu parler de bailleurs sociaux, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission parce que je trouve qu'il y a quelque chose, une dynamique peut-être intéressante à creuser de ce côté-là. Il y avait très peu de projets d'habitat participatif qui impliquaient des bailleurs sociaux il y a encore quelques années. Ça commence à s'amorcer sur certains territoires. Si jamais vous avez des éléments là-dessus, on y reviendra. Mais on va prendre sans plus tarder une question de Régis qui habite à Annecy-le-Vieux et qui nous demande, il nous dit qu'il a envie de participer ou de lancer un projet vers Annecy et il souhaite savoir comment faire. Donc c'est une question très ouverte. Est-ce que vous avez des réponses tout aussi ouvertes, voire ou fermées, avec des orientations très claires? Moi, je n'ai pas la réponse exacte pour ça, mais on peut dire que d'une part, en Savoie, il y a déjà des habitats participatifs. Je pense tout de suite au château partagé à Dulin, et qui peut être un point d'entrée, effectivement, pour comprendre, cerner et puis apprendre. Et puis après, d'autres organismes fédérateurs comme les Habiles, qui sont plus à Grenoble, mais qui ont un territoire beaucoup plus large, qui peuvent être là aussi pour accompagner, répondre et puis donner des pistes effectivement à des gens qui auraient envie de lancer des projets. Mais il y a peut-être d'autres organismes que je ne connais pas, moi, qui peuvent être plus près d'Annecy, je ne sais pas. Alors là, merci, on a une réponse qui incite déjà la personne à aller regarder autour d'elle ce qui se passe déjà, se renseigner, bénéficier du retour d'expérience aussi. Mais finalement, sous-jacemment, il y a aussi la question de comment moi je me lance personnellement dans un projet d'habitat participatif, dans quel état d'esprit je dois être ou quelles questions je dois me poser. Et on en parlait juste avant l'émission, justement, il y a quand même dans les projets d'habitat participatif cette réflexion à avoir en amont qui est propre à chacun en fait.
Oui, effectivement, on voit souvent que des personnes rentrent dans un projet d'habitat participatif sans s'être réellement posé les questions de qu'est-ce que je veux moi. Donc c'est vrai que c'est un gros gain de temps que déjà de se poser la question, est-ce que je veux la vie de la campagne, est-ce que je veux quelque chose en autopromotion, en autoconstruction, etc. C'est des questions assez fondamentales à se poser, qu'est-ce que je veux comme espace commun, comme valeur. Et du coup, c'est un gros gain de temps que de se poser ces questions-là avant d'intégrer un groupe. Et puis après, il y a la question de est-ce que je crée un groupe ou est-ce que j'en rejoins un. Donc pour en rejoindre un, et ben, du coup, c'est d'autant plus important de se fixer qu'est-ce qu'on veut. Comme ça, on va pouvoir aller chercher au sein des groupes existants, donc sur la carte nationale par exemple, qui décrit les projets. Il y a une recherche possible par projet qui cherche des nouveaux foyers. Et donc on va pouvoir aller chercher et voir ce qui existe et voir s'il y a notre bonheur dans ce qui existe. Et puis après, si on veut se lancer, et ben, c'est peut-être rassembler des gens autour de soi, pourquoi pas faire des formations pour commencer à se préparer à tous les éléments. Alors moi, donc, je donne par exemple au sein d'Habitat et Partage, on donne une formation qui s'appelle Mûrir un projet d'habitat participatif qui est sur 2 jours et qui aide en fait les personnes typiquement qui sont intéressées par l'habitat participatif mais qui ne savent pas comment s'y prendre pour se poser les bonnes questions, connaître les différentes étapes, comment trouver de nouveaux foyers, etc. Donc ça donne plein d'éléments pour amorcer tout ça. Voilà. Et après, effectivement, Louis-Marie parlait des structures locales. Il y a également des professionnels. Et donc, il y a le RAP, qui est le réseau des acteurs professionnels de l'habitat participatif, qui fédère en fait les professionnels du domaine. Et donc, il y a un site internet avec tous les professionnels. Et il y a en particulier sur la Savoie une structure qui s'appelle CAP et qui accompagne ce type de projet. Merci, on y reviendra justement après à la suite avec la question de Maïke justement parce que c'est vraiment une partie importante, l'accompagnement des projets et qui souvent, enfin assez régulièrement est un peu considéré dans un second temps alors qu'en fait c'est avant tout un projet collectif et une réflexion à la fois personnelle et collective qu'il faut mener avant de se lancer dans les questions techniques. En réponse à la question, tu as parlé d'autopromotion. Alors, tout le monde n'a peut-être pas connaissance de ce terme, de ce que ça signifie. Est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que ça veut dire, ce qu'est l'autopromotion et très concrètement, seconde question, si je veux me lancer dans un projet, quelles sont synthétiquement les étapes, ou en tout cas qu'est-ce qu'il faut que je me pose comme question préalables les plus importantes. Tu en as évoqué certaines dans ta réponse, mais si on doit se donner l'objectif de 3 questions principales avant de se lancer dans un projet, quelles seraient-elles pour vous? Alors, première question, l'autopromotion, c'est quoi? Moi, je pourrais prendre simplement l'exemple qu'on a vécu. Donc, nous, on a créé 4 nouveaux logements. Donc, on était 4 personnes on a fait de la co-construction, c'est-à-dire qu'on a fait l'autopromotion. Et du coup, quelque part, sinon qu'on est allé voir un architecte pour nous aider à faire le projet, tout le reste, c'est nous qui avons décidé de l'ensemble de la solution technique, etc. Et donc, et ça veut dire que quelque part là, on n'a pas pris les conseils d'autres, on a simplement fait l'autopromotion de notre bâtiment. Donc vous êtes vos propres promoteurs, voilà. Comme ce qu'on entend dans la promotion immobilière, c'est ça l'autopromotion. D'accord. Oui, pour détailler, en fait, dans la promotion classique, quand on construit un immeuble, un promoteur, c'est lui qui va faire tout ce qui est montage juridique financier. Il va faire appel à une maîtrise d'œuvre, donc ça va être l'architecte, les bureaux d'études, etc., pour construire le bâtiment. Et à la fin, il va trouver, en cours, il va trouver les habitants, mais finalement, les habitants n'ont pas leur mot à dire sur la conception. L'habitat participatif en autopromotion est vraiment très différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de promoteur, ce sont les habitants qui vont gérer la promotion, qui vont pouvoir se faire accompagnés par ce qu'on appelle un AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, sur ça. Ils peuvent éventuellement faire appel à un promoteur, mais qui va être à côté d'eux, et ça sera de la délégation de maîtrise d'ouvrage. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment que les habitants sont à l'origine du programme architectural. C'est eux qui définissent les espaces communs, les espaces individuels, et c'est eux également qui vont maîtriser tout ce qui est montage juridique financier. Donc c'est à la fois plus de maîtrise du projet et à la fois plus de temps et d'investissement.
D'accord, merci pour vos réponses. Je reviens sur ma deuxième question qui était, et là j'aimerais, si possible, que chacun de vous réponde avec sa vision. Si on doit se poser 3 questions préalables avant d'essayer d'entrer dans la démarche, quelles seraient-elles pour vous? Alors c'est un peu une question au débeauté comme ça, mais voilà, évidemment au vu de vos expériences personnelles. Oui, alors je dirais que nous, au-delà du fait que, comme on disait tout à l'heure, de se poser la question qu'est-ce qu'on voulait comme projet, ville, campagne, etc., je pense que le premier travail qu'on a fait en groupe, c'était le travail de la charte. Quelles étaient les valeurs qu'on partageait et qu'on voulait mettre en œuvre. Et en plus, sur quel axe on pouvait construire notre projet d'habitat partagé. Je pense que ça, c'est avant de parler d'un bâtiment ou d'une solution technique, c'était de savoir qu'est-ce qu'on mettait là-dessous, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup à travailler et à partager. Et c'est ce qui fait quelque part le groupe qui ensuite va vivre ensemble. Donc c'est quand même assez essentiel de partir de ça pour pouvoir avoir une base. Alors on l'appelle la charte par exemple dans notre cas aussi, qui permet effectivement d'avoir un socle sur lequel on s'appuie pour dire tiens, est-ce qu'on est conforme ou pas à ce qu'on a établi comme non pas règle mais de nos valeurs de départ. D'accord, et ça c'est déjà pour un projet qui est déjà pas mal enclenché. Vous avez trouvé un collectif. Peut-être qu'il y a des étapes peut-être en amont. Justement, on revient à cette question de la réflexion individuelle. Moi, ma vision de mon idéal dans un projet collectif. On en reparlera peut-être un peu plus en précision ou en détail, en tout cas dans la suite de l'intervention. Il y a des questions qu'on peut se poser à l'échelle individuelle, comme je disais tout à l'heure, donc qui vont être effectivement ville ou campagne. Ça peut être aussi, est-ce que je veux la propriété ou être locataire? Si c'est de la propriété, est-ce que c'est individuel ou collectif? Et après, c'est vrai que la plupart des questions vont plutôt émerger d'un début, d'un embryon de groupe. C'est souvent quand on est un petit collectif, ça peut être 2-3 foyers, de commencer à effectivement se poser la question des valeurs. Et moi, j'aime bien la notion de raison d'être, parce qu'au-delà des valeurs, c'est pourquoi on est ensemble. Ça va un petit peu plus loin que les valeurs, c'est-à-dire une raison d'être, pour moi, ça se définit en une ou deux phrases qui va vraiment définir ce qu'on fait ensemble. Pourquoi j'aime bien la raison d'être par rapport à la charte, c'est que souvent dans les chartes, on voit des valeurs qui sont souvent les mêmes d'un groupe à l'autre. Alors que la raison d'être, c'est qu'est-ce que je priorise par rapport à écologie, solidarité. Enfin voilà, du coup, c'est vraiment pourquoi on est ensemble et je trouve ce travail très intéressant. Et donc après, il y a, voilà, quand on est un petit noyau, un petit collectif, il y a ce travail sur la raison d'être, la charte à faire. Il y a une question sur le mode de gouvernance, comment on prend nos décisions, qui est vraiment quelque chose de très important. Et puis après, voilà, ce que je disais, s'accorder aussi sur... Donc là, ça va amorcer la réflexion vers le montage juridique, mais comment on se projette sur tout ce qui va être propriété collective, individuelle, enfin voilà, toutes ces questions-là qui va être une des questions qui arrive assez vite et qui va... Et en fond, en filigrane, c'est la question du financement qui est également très importante et qui va des fois faire capoter certains projets. Voilà. Et après, moi, je dirais quelque chose qui est vraiment important dans un groupe, dans un collectif qui se crée et qui, pour moi, fait qu'il y a beaucoup de collectifs qui ne perdurent pas, c'est le « nous ». Donc, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas répondre à une question, mais c'est quelque chose qui s'entretient, c'est un peu qu'est-ce qui fait que j'aime bien être avec les autres. C'est vraiment cette envie de vivre ensemble, c'est la bonne ambiance, c'est la convivialité. On ne peut pas décréter la convivialité dans un habitat participatif, ça peut être noté dans une charte, ça ne le décrète pas, on ne peut pas l'imposer. Donc voilà, ce nous, il va se faire en fait parce que on a des temps conviviaux entre nous, parce qu'on partage des choses, parce qu'il y en a qui aiment faire du violet et d'autres la belote. Voilà, c'est quelque chose qui s'entretient par le fait de passer du temps ensemble. Donc on va l'entretenir par les lieux partagés, mais aussi par, pourquoi pas, des services partagés, par des modes de vie un peu partagés aussi. Alors dans le vivre ensemble, oui, mais là je parle surtout à la création du projet. C'est-à-dire que les gens qui sont dans un collectif, qui veulent monter un habitat participatif, ils ne pensent pas toujours à préserver ces moments de convivialité et ils ne se rendent pas compte que plus ils seront à l'aise et sympathiques et en confiance les uns envers les autres, et plus les décisions vont se prendre vite.
Et du coup, c'est important en fait de trouver un équilibre entre on se réunit pour prendre des décisions importantes et discuter sur la spéculation ou non, sur la propriété, etc. Et en même temps, de faire des jeux, de discuter, de boire un coup, voilà, de prendre du temps. Oui, donc ça revient un peu à ce qu'on se disait un peu en amont, c'est avant de rentrer dans le technique et dans la faisabilité, dans les choix opérationnels, et de penser qu'en fait le projet c'est avant tout prendre des décisions sur ces axes-là. En fait, ils sont surtout, ces décisions, quand elles sont bien prises, sont le résultat d'une raison d'être collective aussi, parce qu'on l'a cultivée. Ça nous amène à la prochaine question de Maïke de Montreuil, qui nous demande si vous avez l'impression que les choses s'améliorent pour le montage des projets, alors les montages plutôt sur un plan financier et juridique. J'imagine que ça implique aussi l'accès au foncier, ces questions-là. Elle nous demande aussi quel type d'acteurs peuvent accompagner les porteurs de projets et est-ce que ça coûte cher. Alors je pense qu'elle demande si l'accompagnement coûte cher, mais on pourra répondre aussi, est-ce que l'accompagnement coûte cher? Est-ce que l'habitat participatif c'est plus cher en moyenne? Voilà. Donc première question, est-ce que les choses s'améliorent sur le plan de la faisabilité financière et juridique entre guillemets, mais surtout financière du coup? Alors, j'ai peut-être pas trop d'éléments. Moi, ce que je pourrais dire simplement, c'est qu'effectivement, dans des projets villes, et on le voit notamment en Isère, à Grenoble particulièrement, c'est que bon, la question du foncier est forcément la question délicate parce qu'on est en ville et que c'est difficile de se trouver ce foncier. On a l'avantage effectivement pour certains lieux, notamment à Grenoble, d'avoir des appels à projets donc, qui identifient déjà des lieux qui permettent à des groupes de se constituer et de pouvoir engager une dynamique là-dessus sans être gênés par cette question du foncier. Après, sur le montage peut-être financier et juridique, je ne sais pas, Audrey, tu as peut-être plus d'éléments à donner là-dessus. Sur le montage juridique financier, il y a Habitat Participatif France qui travaille énormément, donc ça c'est le réseau national de l'habitat participatif et qui fait un énorme travail de plaidoyer à la fois avec le ministère, mais également avec les fédérations de coopératives HLM, donc on parlait des bailleurs, avec les notaires, les banques, etc., pour que le statut d'habitat participatif évolue. Donc c'est grâce par exemple à ce travail-là qu'a eu lieu, qu'a émergé la loi Allure avec 2 statuts qui sont la coopérative d'habitants et la société d'autopromotion d'attribution, mais qui sont des statuts qui pour l'instant ne sont pas opérationnels parce que, sans rentrer trop dans le détail, ils n'ont pas été complètement aboutis. Donc au niveau des statuts, on a des choses qui avancent, mais qui ne sont pas encore idéales. Il n'y a pas de statut idéal actuellement, et du coup chaque projet est encore dans le tâtonnement. Mais on sent que ça avance dans le sens où les banques connaissent de plus en plus, certaines banques connaissent de plus en plus l'habitat participatif et commence à vraiment faciliter les choses. Il y a de plus en plus de notaires qui s'y connaissent aussi parce que ça, c'est vraiment des partenaires clés qui vont permettre que ça avance et l'articulation notaire-banquier va justement permettre des fois de débloquer une situation. Un notaire qui appelle un banquier en disant si, ce statut, ça permet ça, nanana, et ça peut aider à débloquer dans certaines situations. Donc on voit que plus il y a de projets et plus ça devient simple aussi d'avancer par rapport à ça. Après, il y a une telle pression foncière en milieu urbain que ça reste compliqué de trouver un habitat participatif en milieu urbain. Et donc, du coup, là, il y a plusieurs paramètres qui peuvent jouer. Il y a effectivement certaines collectivités qui s'engagent. Il y a par exemple le réseau national des collectivités qui sont engagées dans l'habitat participatif, avec la première, une des plus actives dans le domaine, c'est Strasbourg, qui effectivement fait des appels à projets sur certaines ZAC sur Strasbourg. Grenoble, qui est également assez moteur, mais voilà, il y a plusieurs villes, Lille, Lyon, etc. Donc l'idéal, ça serait qu'il y ait de plus en plus de collectivités dans ce sens-là pour accéder au foncier, parce que clairement, les groupes sont complètement démunis quand ils veulent créer un projet ultra-urbain. Du coup, tu évoquais le réseau national des collectivités. Ce réseau a un nom ou il s'appelle Réseau national des collectivités? Il s'appelle Réseau national des collectivités de l'habitat participatif. Donc d'accord. Ça donne RNCHP. RNCHP, oui. Voilà, RNCHP. On parlait des acteurs bancaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un acteur bancaire ou des acteurs bancaires qui regardent avec un peu plus
de sympathie les projets d'habitat participatif? Alors au niveau national, le Crédit Mutuel est très engagé au niveau national. Après, dans le local, c'est beaucoup du personnel et du coup, on peut avoir un peu tout type de banque qui peut partir avec un projet. Si le banquier il est un peu curieux et il a envie d'y aller, on peut avoir un peu n'importe quel type de banque, mais le Crédit Mutuel est assez souvent cité. Nous, au Choulan, c'est notre banque. C'est le cas pour nous et c'est le cas pour la majorité des projets sur Grenoble qui ont travaillé avec le Crédit Mutuel. Très bien. Donc on retient ça, qu'il y a des collectivités qui commencent à s'y intéresser, qui font des appels à projets, qu'on peut même aller solliciter parce qu'elles sont dans ce réseau. Donc si nous, on a constitué un groupe et qu'on commence à chercher du foncier, voilà, il y a ces ressources-là qu'on peut aller mobiliser. Peut-être pour ajouter, là je parlais de la problématique vraiment ultra-urbaine et en particulier des grosses métropoles, mais il faut savoir qu'actuellement, la plupart des projets vont sortir sur des plus petites communes qui vont avoir du foncier et ça devient de plus en plus courant de voir des communes qui définissent une zone, soit qui préservent soit un terrain, soit un bâtiment pour de l'habitat participatif et qui des fois se sentent démunis parce que ils savent pas comment rassembler des citoyens. C'est l'inverse, ils ont le terrain mais ils savent pas. Donc faut pas hésiter à aller faire le tour de ces petites communes qui ont finalement plus de potentiel que les très grosses métropoles. Donc on voit qu'en zone urbaine, la difficulté, c'est de trouver du foncier, et en zone rurale, la difficulté, c'est de trouver des habitants. Beaucoup plus. Pour l'habitat participatif. D'accord. Donc on espère que les deux parties vont se retrouver au sein du réseau national des collectivités de l'habitat participatif. Il y avait une autre question dans la question de Maïke, c'est la question concernant les acteurs, les structures qui peuvent accompagner les porteurs de projets et les collectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a toujours un peu plus? Est-ce qu'il y a un réseau de ces acteurs? Donc, tu l'as évoqué un peu plus tôt. C'est un réseau national, le RAP? Oui, le RAP, c'est un réseau national des acteurs professionnels de l'habitat participatif, donc qui couvrent toute la France et qui sont des acteurs qui accompagnent, qui sont vraiment spécifiques sur l'habitat participatif. Il faut savoir que c'est un métier qui est vraiment en émergence et qui actuellement est pas encore complètement abouti, c'est-à-dire que les accompagnateurs ne sont pas des personnes qui vivent grassement, mais voilà, on voit que ça vient, et en tout cas l'intérêt des groupes pour se faire accompagner devient de plus en plus présent, et voilà, on voit qu'il y a des choses qui évoluent par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, actuellement, il y a déjà un réseau qui existe, et donc ça, c'est des accompagnateurs qui font le rôle d'assistants maîtrise d'ouvrage spécialistes AMO, donc ils vont à la fois avoir une vision globale sur toutes les étapes qu'il faut avoir pour construire un projet immobilier, donc une compétence de montage de projet immobilier, compétence plus ou moins importantes, mais en juridique et financier, ainsi que des compétences en dynamique de groupe, intelligence collective, gouvernance partagée, etc. Donc c'est vraiment un métier multicompétences, et qu'il faut faire attention de bien trouver ce partenaire qui a toutes ces compétences, parce qu'un AMO classique n'a évidemment pas l'ensemble de ces compétences. Et après, évidemment qu'à côté, il y a tous les partenaires, les banquiers, les notaires, qui ont des compétences, elles, extrêmement spécifiques. Il faut savoir, comme je disais, il n'y a pas de montage juridique adapté à l'habitat participatif. C'est toujours de la petite bidouille très fine, et il y a vraiment besoin à terme d'un juriste, un notaire ou un avocat pour faire ces petits éléments. Et je pense qu'au-delà de ces fonctions très techniques, le fait que ces associations ou organismes sont présents, c'est à mon sens un très bon relais qui existe à la fois pour les gens qui découvrent l'habitat participatif et qui ont envie de s'y intéresser, soit parce qu'il y a de la création d'ateliers dans les domaines financiers, juridiques ou même du vivre ensemble, etc. Et puis c'est en même temps le pont avec les collectivités, parce que ces gens-là sont aussi investis et présent au niveau des collectivités pour les accompagner. Donc quelque part, c'est le bon lieu pour effectivement réunir à la fois des gens qui ont envie d'être des habitants et aussi des collectivités qui sont en demande d'accompagnement. Et puis après vient évidemment toutes les fonctions techniques qui
qui vont être pour chacun des projets. On parlait du notaire, du banquier, etc. Mais à la base, c'est important d'avoir ces groupes-là et en plus qui fédèrent souvent, ce qui nous permet, je pense, entre les groupes, un partage d'expérience et qui font connaître sur une région, sur un territoire, tout ce qui peut exister de différent dans l'habitat participatif. On peut notamment citer, moi je la connais pour avoir suivi une formation, mais on peut notamment citer AppFab, qui se trouve en région Occitanie maintenant, je crois, et qui est un peu l'exemple de ce que tu évoques là. C'est une société coopérative d'intérêt collectif qui intègre à la fois ces fameux AMO, mais aussi des projets existants et des collectivités. Voilà, c'est pour créer aussi une sorte de vision partagée, on va dire, pour porter le message et les projets d'habitat participatif. Et la plupart des structures de l'habitat participatif passent d'un modèle associatif à un modèle SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. C'est le cas de Habitat et Partage, c'est le cas de Regain, c'est le cas de CAP en Ile-de-France. Donc la plupart, parce qu'avec la diminution des subventions nationales et régionales, voilà, donc il y a un besoin de changer de modèle et du coup c'est le cas de beaucoup. D'accord. C'est pas le cas des habiles encore. Non. La question subsidiaire, c'était est-ce que ça coûte cher ces accompagnements? Alors, on va pas se dire qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui n'est pas cher, mais bon, globalement, ça a un coût à intégrer en supplément. Oui, alors c'est un coût intégré. Après, dans le milieu de l'habitat, on sait qu'un AMO, c'est 1 à 3% du montant des travaux. Actuellement, nous, on fait, donc au sein d'Habitat et Partage, pour donner des ordres de grandeur, c'est de l'ordre de 10 000 € par an sur 3-4 ans pour un accompagnement d'un groupe continu. Voilà, donc c'est à la fois, ça paraît beaucoup, et à la fois, au regard d'un projet qui va coûter 2 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Et ça va vraiment aider le projet à avoir un sacré coup de pouce. Donc voilà, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? On laissera les futurs porteurs de projets en juger. Disons que ce qui est sûr, c'est qu'en projet urbain, les gens vont moins ils vont plus facilement aller sur de l'accompagnement parce que forcément, c'est des projets qui vont être beaucoup plus chers qu'en milieu rural. Si on achète une ferme et qu'on l'auto-rénove, il y a peu de chances qu'on se paye un accompagnateur. Oui, puis si la taille du groupe est assez importante, c'est assez essentiel d'avoir cette ressource-là. Alors qu'effectivement, si le groupe est assez petit, on peut imaginer qu'on fasse sa propre assistance à maîtrise d'ouvrage, mais ça devient compliqué dès qu'on a un groupe important. Oui, on l'a pas cité forcément dans les différentes compétences, on va dire, que peuvent avoir ces AMO ou ces accompagnateurs, mais il y a notamment celle de la programmation, qui est quand même une étape intéressante, qui est celle de traduire globalement la vision de l'habitat en amont par le collectif en architecture, en projet architectural et en projet dur et concret et réel. Et ça, c'est souvent un passage assez délicat puisqu'on passe vraiment de l'idéal au réaliste. Et ces AMO, en tout cas pour certains, ont cette compétence aussi, en plus de toutes celles que tu as citées, ce qui fait que finalement ça relativise les 1 à 3% de coûts, les 10 000 € par an sur un projet qui peut durer plusieurs années. Notamment, j'en viens à cette question qui est, on n'en a pas vraiment parlé, on l'a peut-être dit en filigrane, mais la durée des projets en général, aujourd'hui en moyenne, on se situe autour de quelle durée du début vraiment des prémices à l'aboutissement en moyenne, c'est 5 à 6 ans un projet, sachant qu'actuellement, les premiers projets, ceux qui sont sortis dans les années 2010, avaient plutôt une durée de gestation de l'ordre de 9 ans. C'est le cas du Village Vertical, de Chamarel, de Écologie à Strasbourg, voilà, qui sont vraiment des précurseurs dans le domaine. Mais j'ai l'impression que cette durée a tendance à diminuer. Alors c'est difficile de faire une généralité parce que ça avance lentement. Puis entre la sortie d'un projet, voilà. Mais j'ai le sentiment que ça a tendance à diminuer aussi de par ce qu'on vient de dire, les facilités, le fait que de plus en plus d'acteurs, c'est de plus en plus connu en fait l'habitat participatif, donc ça aide.
D'accord. Et vous, personnellement, vous avez, sur vos projets, vous y avez passé combien de temps ? Je dirais que nous, on a eu quasiment 4 ans incompressibles entre les études et puis la construction. Et puis, je dirais qu'il y a eu avant quasiment 2 ans de réflexion un peu générale. Donc, ça veut dire qu'on arrive aux 6 ans dont on parlait plus ou moins. On est dans la moyenne, ouais. Nous, c'est un petit peu différent. On a mis 1 an et demi en fait à construire le projet. Entre la première réunion et le moment où on a eu les clés de notre logement, puisque nous, c'est de la rénovation, il y a eu 1 an et demi, donc ça a été vraiment très très rapide. Ça faisait partie de notre volonté d'être un projet rapide et on s'est donné vraiment les moyens pour ça. On se réunissait toutes les semaines et un week-end par mois. Donc voilà, ça a été très très rapide. Par contre, derrière, on a fait de l'autoconstruction et ça nous a pris 5 ans. Donc finalement, on en revient quasiment. Donc on a eu des entrées progressives dans les logements. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon logement en priorité. Donc ça fait très longtemps que j'y habite. Mais le dernier foyer est rentré il y a un peu plus de 2 ans. Merci. On enchaîne sur la question suivante de Nicolas qui nous vient de Rony-sous-Bois. Nicolas, avec des amis, a le projet de vivre en habitat collectif, mais pour l'instant ils n'ont pas assez d'informations pour se lancer. Ils aimeraient savoir dans quelle mesure ils peuvent partir avec leur enfant, habiter quelques jours sur un habitat collectif pour se faire une idée et pour prendre un peu la température et avoir une première expérience. Du coup, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça se fait ? Est-ce qu'il y a même peut-être des projets d'habitat participatif qui intègrent de l'accueil comme ça de personnes qui souhaiteraient lancer des projets ? Alors effectivement, la plupart des habitats participatifs ont des chambres d'amis et certains ont des chambres d'hôtes. Donc les chambres d'hôtes, c'est vraiment dans l'idée d'accueil. Par exemple, Louis-Marie citait le château partagé tout à l'heure. Donc eux, ils ont des chambres d'hôtes avec une association qui gère ces chambres d'hôtes. Et quand on y va, on paye. Alors je ne sais pas s'ils accueillent les passants, mais en tout cas, ils organisent des formations, des événements où on peut aller loger moyennant une petite somme. Il y a également des lieux comme le hameau des Buis ou la ferme des Amanins ou... il y a également le village de Pourgues où j'étais cet été par exemple, qui sont des lieux vraiment où on paye et on paye pas peu cher, c'est une certaine somme pour y aller. Après il y a la question de pouvoir aller dans n'importe quel habitat participatif. Là pour moi c'est plus délicat, c'est-à-dire que personnellement moi j'ai des chambres d'amis, c'est pour inviter mes amis et pas tous les passants. Il faut savoir qu'on est obligé à un moment donné de préserver notre intimité et on peut pas ouvrir notre porte à tous les passants. Donc après c'est au cas par cas, quelqu'un qui aurait un projet qui nous écrit et qui fait une demande, et des fois c'est oui, des fois c'est non. Et c'est plutôt oui quand il y a quelque chose de donnant-donnant. Par exemple, nous, on a une ostéopathe ambulante qui venait avec sa caravane et qui proposait de faire des séances d'ostéopathie pendant qu'elle habitait à côté de chez nous et elle partageait nos communs. Donc on a trouvé ça rigolo, mais on ne peut pas accueillir n'importe qui. Mais voilà, du coup, il faut cibler un petit peu où aller. Après, moi, je pense que le mieux, c'est peut-être d'aller à des événements, je pense aux rencontres nationales de l'habitat participatif, où il y a plein de groupes, où on peut discuter avec les gens, les journées portes ouvertes en mai. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement au mois de mai, par définition, c'est le mois de l'habitat participatif et la majorité des habitats participatifs ouvrent leurs portes et que quelque part, c'est vraiment là l'occasion d'aller voir un endroit plutôt qu'un autre et éventuellement, effectivement, de voir... alors, je ne sais pas si après, il y a une possibilité d'hébergement, mais c'est déjà un premier contact qui est essentiel pour pouvoir découvrir, discuter, appréhender, je dirais, l'habitat participatif. Dans les questions du quotidien et du projet par lui-même qui a été monté. On évoque... Pardon, juste du coup, ça me fait penser qu'au Choulan, on ouvre nos portes pendant les journées du patrimoine qui ont lieu donc le 20 septembre, le dimanche 20 septembre, de 14h à 16h30. Non, oui, c'est ça, de 14h à 16h30. Alors vous ouvrez vos portes pendant les journées du patrimoine parce que vous êtes sur un projet de rénovation. C'est la métropole qui est venue nous chercher parce que donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on ouvre nos portes pendant les journées du patrimoine et cette année sur la métropole de Lyon, le thème c'est habiter. Donc ça tombe très très bien. Voilà, du coup on fait partie des journées du patrimoine, c'est un peu original, mais nous on trouve ça bien, ça s'ouvre à plein de gens, du coup on a énormément de monde qui vient nous voir. C'est plutôt positif qu'on considère que ça fait partie du patrimoine, tant mieux. Très concrètement, sur la cartographie qu'on a évoquée au début de l'émission, qui se trouve sur le site du réseau national. Oui, alors vous pouvez aller sur espacecommun.org. Est-ce qu'on trouve les habitats participatifs qui accueillent ? Est-ce qu'il y a cette information ?
C'est indiqué. Alors, c'est indiqué s'il y a des chambres d'amis. Il y a un contact pour prendre contact. On peut prendre contact avec les structures. Je ne sais plus si c'est indiqué accueil ou pas. Les gens pourront aller voir, les auditeurs pourront aller voir sur Internet. C'est accessible sans problème. J'ai moi-même vu la cartographie. Elle est très fournie, mais je suis passé un peu à côté de cette information-là, j'avoue. Mais il est possible de faire un tri. Il y a beaucoup de filtres, donc je pense que c'est une des possibilités. En tout cas, il y a énormément de projets qui sont consultables sur la carte. La prochaine question nous amène vers des questions énergétiques, puisque c'est Noémie qui habite à La Buisse, peut-être que vous la reconnaîtrez, qui nous demande quelle attention à l'énergie avez-vous porté dans votre projet d'habitat participatif et en quoi sur cet aspect est-ce différent d'un projet classique ? Oui, alors, tu as des éléments de réponse, Louis-Marie? Oui, en ce qui nous concerne, je dirais que c'était quelque part dès le démarrage qu'on avait cette sensibilité au sein du groupe de toutes les questions énergétiques, à la fois de performance énergétique du bâtiment, d'inclure des énergies renouvelables. Donc ça a fait très vite partie de cette question et forcément ensuite des solutions. En quoi il est différent d'un classique? Je dirais que pas vraiment, sinon qu'il faut être suffisamment... Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que dans le secteur du bâtiment et de la construction, c'est pas quand même quelque chose qui est rodé et que quelque part il faut quand même prendre le problème à bras le corps et s'entourer des bonnes personnes. Là, je pense que déjà même il faut soi-même avoir une bonne dose de connaissances dans le domaine. Il faut ensuite, notamment les bureaux d'études thermiques sont quand même des points clés qui peuvent aider effectivement à construire des solutions de ce type-là. Puis après, il y a effectivement ce qui est notre cas pour le Préau des Colibris, c'est qu'effectivement, on a bénéficié, je dirais, d'une structure locale, coopérative qui s'appelle Buxia et qui, justement, a pour volonté de développer les énergies renouvelables dans le cadre de la transition énergétique. Et donc, dans ce cadre-là, on a pu développer un partenariat pour les énergies qu'on a mis en place, nous, sur le Préau des Colibris. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi la principale différence entre un projet d'habitat participatif sur lequel on veut intégrer des énergies renouvelables ou des systèmes d'efficacité énergétique et par rapport à un projet classique? Concrètement, quels obstacles vous avez rencontrés? Je pense qu'il y a le point solution technique. Je pense que effectivement, donc là, pour être au fait effectivement de la bonne solution technique par rapport au bâtiment et le choix des matériaux du bâtiment, faut potasser et avoir des discussions avec surtout en fonction de ce qu'on retient comme solution. Il faut effectivement bien travailler la question avec un bureau d'études. Et puis, effectivement, après, il y a la question du financement, parce que quelque part, c'est aussi pas forcément, c'est des opérations qui sont pas gratuites. Et donc, effectivement, l'intérêt de travailler avec des structures qui, elles, sont déjà impliquées dans la mise en œuvre de ces solutions-là peut aider financièrement pour pouvoir passer le pas et intégrer ces énergies renouvelables. Donc nous, en ce qui nous concerne, on avait deux exemples. On a un toit qui produit de l'énergie électrique à partir des capteurs photovoltaïques, et c'est ce qu'on appelle un toit citoyen. Et donc c'est nous qui mettons à disposition notre toit, mais c'est la coopérative Buxia qui exploite cette énergie-là. Et la deuxième, c'est effectivement l'utilisation de capteurs thermiques qui vont alimenter le système de chauffage et de diffusion dans les planchers chauffants et qui, elle, est spécifique et qui a demandé effectivement un peu de travail, de mise en œuvre et aussi financièrement pour pouvoir la mettre en route. Tu évoquais la question du coût de ces solutions, de la mise en œuvre une fois que les choix ont été opérés par rapport à des matériaux, par rapport à des systèmes de chauffage par exemple. Je me tourne vers toi parce qu'on évoquait les systèmes d'aide et alors on connaît les systèmes d'aide et les aides financières quand il s'agit de projets individuels ou de logements individuels. Qu'en est-il par rapport à des projets du coup collectifs et d'habitat participatif?
Alors, il est possible d'avoir donc des financements. Nous, on a bénéficié, par exemple, du crédit d'impôt sur tout ce qui était rénovation. Alors, attention, c'est toujours la question de... Il faut que ce soit un logement qu'on rénove. C'est-à-dire que nous, on a rénové une bâtisse qui était effectivement un logement et une grange. Donc, sur la partie grange, évidemment, on n'a pas eu d'aide à la rénovation. Mais sur tout ce qui était la partie bâtisse, là, on a eu effectivement le crédit d'impôt. À l'époque, on avait un appel à projet régional, Aura, qui n'existe plus. Mais voilà, il y a des possibilités. Et là, il y a même très, très récemment une directive qui vient de passer qui dit que l'ANA va aider des projets de rénovation énergétique pour des structures... Des structures d'habitat participatif. Donc voilà, ça vient d'être lancé au niveau national. Maintenant, il faut voir comment ça s'approprie et ça se pratique au niveau local. C'est vraiment très récent. Mais il y a des possibilités. Et après, ça dépend aussi du montage juridique. Voilà. Évidemment, en copropriété, c'est beaucoup plus simple que dans les montages collectifs, mais c'est possible. Ah oui, l'éco-prêt à taux zéro est possible aussi nous, on est en SCI. En SCI, c'est tout à fait possible, le crédit d'impôt et l'éco-prêt à taux zéro. Oui, d'ailleurs on l'évoquait justement récemment au sein de l'équipe du Clair, cette possibilité, enfin même au sein du réseau, on voyait des messages circuler entre conseillers pour savoir si c'était possible ou pas possible. Donc il y a toujours des solutions envisageables. Rapprochez-vous pour se faire des conseillers qui vont vous orienter, qui vont vous aiguiller là-dessus, qui vont vous renseigner. Mais on retiendra de ce que tu viens de dire qu'il y a même aujourd'hui une directive de l'ANA sur l'habitat participatif. Donc c'est intéressant, on voit que ça bouge aussi au niveau institutionnel. Merci pour vos réponses. Donc je me tourne vers mes fiches et je vois une question qui concerne alors un sujet qu'on n'a pas forcément en tête quand on pense à se lancer dans un projet d'habitat participatif, c'est la manière de se désinscrire d'un projet d'habitat participatif. Comment on quitte un projet d'habitat participatif ? Peut-être que certaines personnes considèrent qu'en fait, on ne peut pas quitter un projet d'habitat participatif. Non, c'est pour plaisanter, mais ceci dit, concrètement, est-ce qu'il y a comment ça fonctionne quand on veut se désinscrire et sortir plus d'un projet alors, sortir d'un projet et puis sortir d'un habitat qui est livré, dans lequel on a vécu. Est-ce que vous avez des réponses à apporter à cette question ? Alors, en ce qui nous concerne, en fait, on n'a pas de règle qui a été établie. Et puis, comme dans notre habitat partagé, on a des propriétaires et des locataires. Et que, par définition, quand on fait de la location, on n'a pas de contraintes à apporter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, autant, par exemple, on a pu travailler avec nous, les futurs habitants, parce qu'on était en construction du bâtiment, qu'on a identifié les personnes qui arrivaient, que pour autant, le jour du départ, c'est un départ tout à fait classique d'un habitat. Avec souvent même d'ailleurs un délai relativement court parce qu'il peut y avoir dans des zones tendues simplement un mois de préavis. Alors en réalité ça ne se passe pas tout à fait comme ça parce que les gens se partagent l'information dès qu'ils l'ont et que c'est souvent bien au-delà d'un mois. Mais nous on n'a pas instauré à ce jour de règles qui permettent de dire effectivement on rentre pour une certaine période ou on sort avec une certaine période parce que on n'a pas réfléchi plus que ça à la question. Je sais qu'il y a effectivement des endroits où effectivement c'est beaucoup plus long, mais nous, en ce qui nous concerne, on n'a pas d'expérience ou pas mis en œuvre quoi que ce soit de particulier là-dessus. Donc ça va dépendre du modèle juridique et de la charte, pourquoi pas ? Oui, alors il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Effectivement, il y a le montage juridique. Donc si on regarde juste à l'aspect juridique en fait des entrées-sorties, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs niveaux. Il y a l'aspect juridique et il y a l'aspect groupe. Sur l'aspect juridique, quand on construit un montage juridique, on fait en sorte que ce soit possible, plus ou moins possible en fait, d'entrer et sortir. Par exemple, typiquement, un statut locatif est beaucoup plus simple. La coopérative d'habitants, c'est vraiment quelque chose qui a été aussi travaillé pour que ce soit simple. Nous, en SCI, donc on est membre d'une SCI, donc on a des parts sociales, donc on vend les parts sociales à quelqu'un qui arrive. Après, il y a toujours la croyance de est-ce qu'on arrive plus facilement à vendre des parts sociales d'un logement en habitat participatif qu'une maison ou un appartement standard. Moi, j'ai la croyance qu'il y a suffisamment de demandes et en plus croissantes des personnes pour que ce soit facile à trouver un acheteur et finalement presque plus facile que si j'avais un appartement standard. Mais ça n'est qu'une croyance. Pour l'instant, nous, on n'a eu aucun départ, donc voilà. Et on a même quelques personnes en liste d'attente, donc voilà, on est assez rassurés sur ça.
Et après, il y a la notion du groupe. Et effectivement, le groupe va mettre des choses pour se préserver. Et nous, dans notre groupe, on a une procédure de sortie et une procédure d'intégration qu'on a retravaillée. Donc, on en avait une à la phase projet. Et maintenant, on en a une en phase habitat avec plusieurs étapes. D'abord, suivre des réunions. Ensuite, vivre un temps avec nous. Et puis, donc, un temps de gestation qui est le plus long possible, qui est d'environ 3 mois, avant de pouvoir faire une demande d'intégration. Mais ça, c'est chaque groupe qui va le valider, et c'est vraiment pour protéger le groupe et même les entrants, c'est-à-dire de vérifier la compatibilité. Voilà. Oui, bien sûr. Sachant qu'évidemment, qui dit pour habitat participatif, justement on parlait des espaces partagés, des modes de vie un peu partagés, des services, ça peut aller assez loin finalement dans les projets. Donc avoir un temps comme ça d'intégration, ça paraît même essentiel. Mais ça n'est pas le cas pour tous. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de projets d'habitat participatif qui sont en copropriété. La copropriété, le groupe ne peut pas imposer aux vendeurs une durée. Voilà. Donc certains imposent entre guillemets le fait de rencontrer le vendeur, mais c'est un entretien d'1 heure et puis après c'est bon, faites votre achat. Et ça se voit. Enfin, il y a des projets de copropriété qui capotent à cause de ça parce que du coup les gens qui intègrent ne sont pas forcément dans l'état d'esprit. Donc on aura compris qu'il y a des statuts juridiques qui vont induire des modalités, c'est-à-dire on ne pourra pas imposer de par le statut juridique une modalité d'entrée, de sortie, elle sera intégrée au statut. Et puis selon le statut qu'on choisit, on a des latitudes et on peut jouer avec ce statut. Juste une précision, tu parlais de part sociale, donc là on est sur un modèle propriétaire, mais il y a quand même le modèle locataire aussi, où finalement on est locataire. Dans une coopérative d'habitat par exemple, si je ne me trompe pas, on est locataire de son habitat. La coopérative d'habitants, c'est vraiment un modèle à part. C'est-à-dire qu'on est à la fois locataire et propriétaire collectivement. C'est une coopérative. Donc, chaque habitant a des parts sociales dans la coopérative et est locataire de la coopérative. C'est vraiment un statut hybride. C'est vraiment entre les deux. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très particulier et qui est vraiment très spécifique. Après, il y a des modèles locatifs, type un bailleur qui va faire un habitat participatif en locatif social. Donc là, c'est comme du locatif d'un bailleur standard, mais sauf qu'il aura intégré des habitants dans la réflexion, donc ça sera un petit peu plus réfléchi. Et puis sinon, il y a le modèle l'accession à la propriété, où les personnes sont en location, mais pendant une certaine durée, jusqu'à ce qu'ensuite ils soient propriétaires, et dans ce cas-là, ça bascule en copropriété. Il y a plusieurs montages possibles, effectivement. Donc on l'aura bien compris, tout est possible, tout est envisageable, et ça dépend évidemment de toute une série d'orientations qu'on peut prendre au fur et à mesure du projet et qui vont déterminer toutes les modalités de vie et de structuration. Une question qu'on évoquait aussi en discutant avant l'émission, qu'en est-il aujourd'hui de projets d'habitat participatif intergénérationnel ? Donc là on parle du participatif de plusieurs foyers. Finalement, est-ce qu'on voit du participatif avec plusieurs générations, avec des seniors, avec des personnes actives est-ce que ça commence à prendre ce type de projet? Est-ce que ça a une existence particulière? Oui, alors il faut savoir que la demande des seniors dans le thème de l'habitat participatif est vraiment de plus en plus présente. Il y a vraiment de plus en plus de seniors qui veulent éviter la maison de retraite, qui s'intéressent à ce mode d'habitat. Et du coup, ça prend 2 voies de réflexion. Soit effectivement l'intergénérationnel, qui en fait est depuis très longtemps, enfin les habitats participatifs sont depuis très longtemps sur cette réflexion-là, qui est plus ou moins réelle dans les faits, c'est-à-dire qu'on y arrive plus ou moins. Il faut savoir que concrètement, quand nous on l'a vu chez nous, on avait mis en place, enfin on a dit nous on aimerait que ce soit intergénérationnel, sauf que comme on voulait aller vite et que on s'est dit en fait les personnes qui sont là sont les bonnes personnes et on avance. On n'a pas voulu mettre en place de quotas. Après il est possible en fait de mettre en place des quotas, mais il faut savoir, il faut juste avoir cette idée en tête que l'intergénérationnel forcé, ça nécessite de mettre en place des quotas. Mais après, il y a des groupes qui sont naturellement intergénérationnels et qui réfléchissent vraiment à ça. Et puis après, il y a tous ceux qui vont réfléchir à l'habitat pour seniors, donc avec une réflexion un peu plus poussée sur la fin de vie et justement de tout ce qui va être accessibilité, handicap, etc. Donc ils vont très loin. Sur Lyon, on a par exemple l'exemple de Chamarel, qui est une coopérative d'habitants pour seniors, et qui a eu cette réflexion très poussée. Donc actuellement, il y a vraiment ces 2 voies. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde.
D'accord, donc c'est un champ en devenir. Évidemment, si on prend en compte le vieillissement de la population aussi et le fait que pour pas mal de gens, la maison de retraite n'est pas forcément une solution parfaite. on s'en doute. Mais je crois que c'est aussi important d'avoir cette idée-là à discuter au départ, hein, parce que je sais que dans notre cas, on a vraiment mis cet accent de l'intergénérationnel et quelque part la conception du lieu a été aussi prévu pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, une famille avec 3 enfants, en termes d'espace, c'est peut-être pas tout à fait 65 mètres carrés. Donc ça veut dire quand même qu'il faut l'avoir anticipé. Et puis quelque part, ça veut dire aussi après que dans l'accueil des gens, que ce soit propriétaires mais aussi locataires, on ait toujours ça en tête pour justement garder cette dynamique de l'intergénérationnel qui amène toutes ces composantes, c'est-à-dire à la fois ça permet de garder toute la vivacité d'un groupe, je pense, et puis en même temps ça bouscule. Enfin voilà, nous on le vit depuis assez peu de temps, mais c'est aussi très prometteur de la vie d'un groupe d'habitat participatif. Et puis c'est aussi à l'image de la société dans laquelle on vit. Je Complètement. pense que toutes les générations sont quand même représentées. Et si ça peut être dans l'habitat, c'est bien aussi. On arrive à la fin de notre émission. L'occasion pour moi de vous remercier encore une fois d'avoir été présent avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu aux questions des auditeurs, des auditrices. Une dernière petite question qui est plutôt du coup un peu personnelle et qu'on pose en général aux personnes qui viennent. Si vous deviez retenir quelque chose de vos expériences à chacun de l'habitat participatif de votre projet, qu'est-ce que vous retiendrez ? Moi, il y a une phrase que j'aime bien citer d'une de mes cohabitantes. Elle dit on est arrivé dans cet habitat caillou anguleux et à force de se frotter les uns aux autres, on s'est poli. Voilà, et du coup, je trouve cette image assez jolie. Moi, ça fait 7 ans que je vis dans ce lieu et je sens une certaine sérénité, enfin voilà, une maturité en tout cas du groupe. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que le vivre ensemble n'est pas toujours facile. Mais il y a quand même suffisamment de bons moments pour préférer ce mode d'habitat qu'un mode classique. Merci. Nous, on a intitulé notre habitat le préau des colibris. Et quelque part, la légende du colibri, elle est présente et vécue dans le sens où vraiment chacun amène sa part, prend sa part, effectivement. Et les lieux font qu'effectivement, on est toujours amené les uns et les autres à prendre sa part de manière différente, mais complémentaire. Et quelque part, c'est ce qui fait le lien et la puissance du groupe d'un habitat participatif. Merci pour ces réponses personnelles à une question personnelle. J'en profite pour remercier nos partenaires pour clôturer cette émission, donc la Maison écologique, Actu Environnement et bien sûr l'ADEME. Pour vous rappeler, comme je l'ai glissé dans l'émission, que pour toute question concernant l'accompagnement à des questions énergétiques ou d'aide financière, vous pouvez toujours contacter les conseillers FER. Et j'en profite pour vous donner dès à présent la thématique, le thème de la prochaine émission. Gaz, électricité, quand la facture explose, comment s'en sortir ? On se retrouve donc dès le mois prochain pour cette émission et vous pourrez rapidement poser vos questions sur ce nouvelle thématique sur le site de l'émission. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle clé de la rénovation. Merci.